3 cours évidemment, que je vais donner. Alors, donc, quelques citations latines, vous n'êtes pas obligé de les prendre en note, mais c'est toujours sympathique. Donc, acta fabula est, donc la pièce est jouée. Donc, c'est Marc Aurèle, lorsqu'il meurt, qui va dire ça sur son lit de mort. Ici, ça nous concerne un peu plus. Donc, castigat ridendo mores, c'est-à-dire la comédie corrige les mœurs. C'est ce que Molière veut faire. Il veut, par l'entremise de la comédie, on a parlé, donc, vous savez qu'au 17e siècle, et même dans l'Antiquité, ce qui est vraiment populaire, ce qui est noble, ce sont les tragédies. Donc, la comédie, il n'y en a presque pas. C'est Molière qui va justement élever donc, la comédie au rang donc, de la tragédie, si on veut. Et bien, justement, cette citation-là correspond bien à ce que Molière veut faire, c'est-à-dire corriger les mœurs par le rire. Non, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, donc, il se fait. Vous le savez, il y a des humoristes qui sont inintéressants, plus ou moins, des jokes assez ordinaires. Et d'autres qui sont donc avec un regard politique, un regard qui pose des questions sur les relations, sur tout ça. C'est pour ça que souvent les humoristes sont donc plus à la Molière, donc sont plus intéressants donc, que d'autres, selon moi évidemment. Donc entrée en matière, donc Molière malgré tout, donc malgré le fait que dans Don Juan notamment, donc parce qu'il n'a pas écrit que cette pièce-là, même si c'est une des pièces les plus connues, donc il a écrit une trentaine de pièces. Donc, il incarne quand même l'auteur classique par excellence. On le verra donc en pourquoi, notamment pour la règle de la bienséance, pas dans toutes ses pièces, la règle des 3 unités qui n'est pas toujours respectée, notamment dans Don Juan, où l'unité de temps n'est pas respectée, c'est sur 2 jours, et l'unité de lieu, il y a plein de lieux, donc ça aussi, c'est pas respecté. Mais quand même, essentiellement, on peut dire que c'est l'auteur classique par excellence. La fin moralisatrice, Mademoiselle Hid disait donc, j'ai bien aimé la fin, tout ça, bon, c'est un peu en cet aspect-là qui montre donc la punition, qui montre le fait que lorsqu'on est un libertin, donc un débauché, il faut payer un peu donc, pour ses crimes. Donc, 30 pièces, grande diversité. Donc, ici, on ne peut pas tout voir. Là, vous comprenez qu'on pourrait, à l'université, on faisait ce qu'on appelait des corpus d'auteurs, c'est-à-dire on passait une session sur un auteur. Là, évidemment, on ne peut pas faire ça ici, on ne peut pas tout voir là, ce qu'il a fait. On va essayer d'y aller donc, de façon générale. Et évidemment, ce qu'il a apporté vraiment Molière, c'est ça, c'est de pouvoir aborder les problèmes sociaux sous l'angle comique. Donc, avant lui, ça n'existait pas vraiment. Il y avait des farces, il y avait donc toutes sortes de trucs. La comédie dell'arte, par exemple, c'est Commedia dell'arte. Mais évidemment, c'était pas vraiment en profondeur. C'était plus du comique de situation, du comique de geste, des pièces improvisées qui font rire un peu. Donc, mais évidemment, le Molière, avec ce qu'on appelle ces grandes comédies, donc Don Juan, donc Tartuffe, on pourrait nommer aussi donc, l'École des femmes, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des comédies où il fait réfléchir sur des problèmes sociaux, que ce soit l'éducation des femmes, notamment dans l'École des femmes. Ici, donc, le libertinage, la critique de la religion, l'hypocrisie, c'est tous des thèmes évidemment donc importants et des thèmes qui sont quand même très contemporains. De toute façon, on dit le tiraillement entre la croyance et donc la science, ça existe encore, toutes les fake news, tous les trucs comme ça. On a des scientifiques qui disent un truc, mais il y a un mec qui va dire non, moi je ne crois pas à ça. Évidemment, donc on est toujours un peu dans cela. Donc, c'est vraiment son grand apport, c'est d'aborder donc les problèmes sociaux sous l'angle comique. Alors donc, c'est Molière ici, donc Jean-Baptiste Poquelin, donc de son vrai nom, dit Molière. On ne sait pas exactement pourquoi il a choisi Molière. Personne ne le sait vraiment. Il y a plusieurs théories. Pourquoi a-t-il choisi ce nom-là, donc Molière? Donc, on dit qu'il aurait rencontré donc un libertin, donc un homme, donc qui l'aimait particulièrement, qui s'appelait donc Molière. Ça ne s'écrivait pas tout à fait pareil. Alors, on pense que c'est peut-être à cause de ça. Peut-être aussi parce que donc il y a beaucoup de petits bleds perdus qui s'appellent Molière en France et souvent les auteurs prenaient un nom comme ça, Duchamp ou Molière, qui faisait référence un peu. Donc il y a toutes sortes de possibilités, mais lui il ne l'a jamais dit vraiment pourquoi. Peut-être parce que c'était en référence à ce fameux libertin, parce qu'on sait très bien qu'afficher son libertinage au 17e siècle, c'est dangereux. On se souvient de la cabale, les dévots contre les libertins se font brûler, sont emprisonnés, donc c'est dangereux d'afficher en son libertinage. Donc là, alors évidemment, donc, je fais une brève biographie parce qu'il faut connaître certains trucs, c'est bref, mais dans votre introduction, vous n'aurez pas le temps de me parler de ça. Il a fait des études chez les Jésuites, qui voulait être avocat, vous n'avez pas le temps, c'est pas essentiel, mais j'en parle quand même parce que c'est important, c'est un personnage donc, très, 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 très intéressant. Alors, donc, né à Paris donc, en 1622, appartient donc à la famille, ce qu'on appelle la grande bourgeoisie. Son père était tapissier donc, du roi, donc connaissant donc, vraiment donc, les éléments. Monsieur Folchbach, vous allez bien, vous?
Oui. OK, parfait. Non, c'est parce que je viens de vous voir à l'écran, je me suis dit, ah ben, M. Fudgeback, alors donc. Oui, donc il appartient donc à la grande bourgeoisie, donc quelqu'un quand même d'assez. On dit que son père a laissé une énorme fortune donc à sa mort. Donc quand même, alors, donc il n'était pas dépourvu donc en Molière. Il y a eu plusieurs deuils successifs, dont le pire, donc celui de sa mère, donc il a 10 ans lorsqu'il perd donc en sa mère. C'est assez triste, évidemment. Donc je passe quand même rapidement. Ses études, donc chez les Jésuites, donc c'est une formation très rigoureuse. Hein, donc, les jésuites, le grec, le latin, la religion, donc c'est vraiment donc, quelque chose d'essentiel. C'est la formation que tous les hommes, évidemment, donc, vont suivre, la plupart, donc, chez ce groupe religieux qu'on appelle donc les jésuites. On avait donc déjà parlé avant cela. Évidemment, donc, il va faire du droit. Donc, le droit, c'est essentiel. Monsieur Thibault, ça va, vous? Monsieur Thibault? Oui, Monsieur Thibault, vous allez bien? Oui, parfait, merci. Alors, vous prenez des bonnes notes, j'espère? Ouais, j'en prends. Parfait. Donc, le droit. Donc, le droit, c'est un peu le fameux passage obligé de tous les intellectuels de l'époque. Hein. Donc, puisque c'est un peu comme aujourd'hui, quelqu'un dit je fais sciences nat parce que ça ouvre toutes les portes. À l'époque, c'est le droit. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Donc, tous les écrivains, même jusqu'au 19e siècle, font le droit parce que c'est comme la carrière qui permet l'ouverture donc vers d'autres trucs. Évidemment, donc, il ne semblait pas destiné à être l'homme de théâtre qu'il est devenu. Il s'en allait dans la voie peut-être de son père, celle du droit. Il était donc assez riche. Les comédiens sont peu ou pas appréciés trop, donc quand même à l'époque, quoi que ça dépend toujours, mais donc la vision qu'on a des comédiens, donc elle est un peu négative, évidemment. Donc quand il va affirmer à son père qu'il veut faire du théâtre, bien, son père va dire, ben comment ça, tu ne peux pas faire du théâtre, c'est un peu n'importe quoi. Alors donc, il va fonder, donc, ça c'est sa troupe, donc en fait le théâtre, donc l'illustre théâtre, donc à Paris. Alors donc, il ne profitera pas des avancements possibles dus à sa condition, parce qu'il va annoncer à son père, donc en 1643, qu'il veut devenir comédien. Alors, donc, c'est un peu un choc hein, donc, hein, pour son père, surtout dans une époque où, évidemment, donc, hein, l'avenir c'est un peu comme aujourd'hui aussi, pour être reconnu, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois, c'est comme aujourd'hui, mon fils, il dit, ah ben là, il est comme dans, j'aimerais ça faire du cinéma. Bon, OK, on passe un peu tous par là, j'imagine. Je me souviens pas, mais en tout cas, j'imagine, peut-être le besoin de reconnaissance, mais évidemment, c'est pas un métier facile. On s'entend que combien de jeunes hommes ou de jeunes femmes sont restés, évidemment, donc sans travail pour une poignée qui deviennent connus. Alors, donc, c'est ce que son père, sûrement, il a dit, évidemment. Donc, en 1944, il va fonder un théâtre, donc on appelle donc l'illustre théâtre, avec une troupe, donc, et sa maîtresse, donc une femme très importante, donc, Madeleine Béjart, une grande actrice de l'époque. Donc, il fonde un théâtre, mais il y a plusieurs théâtres, donc à Paris, le théâtre de Bourgogne notamment, donc tout ça. Et bon, malheureusement, il a suite à un déménagement, bon, tout ça, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, il n'y a pas de place pour un théâtre de plus à Paris, donc hein, dans le cadre, durant cette période-là, si on veut. Et il va se rendre compte qu'il doit partir. Donc, il va évidemment donc, hein, quitter donc, Paris pour partir. Ce sera les années de formation qu'on pourra dire. Il va partir pendant environ 12 ans et demi sur la route, dans tous les villages, toutes les campagnes, tous les trucs comme ça, pour évidemment donc hein, faire sa propre formation de comédien. Parce que Molière, c'est vraiment un personnage très, très, disons, complet. Donc, hein, il est directeur de troupe. Il est dramaturge, c'est lui qui écrit les pièces, il joue dans ses pièces, donc hein, il est vraiment metteur en scène, donc il est vraiment un tout, un peu comme on pourrait le relier aujourd'hui à Xavier Dolan, que vous connaissez peut-être tous un peu, ben, j'imagine de nom là, quand même, donc il est un jeune réalisateur, donc un cinéaste, 31 ans, 75 distinctions et tout, mais Xavier fait tout. Il écrit, il joue dans ses films, et il fait donc le montage, donc il est vraiment donc, un peu comme Molière l'était au sens de son aspect donc en complet. Donc, départ pour la province, donc il quitte Molière, il part avec sa troupe, ils sont à peu près 7-8, donc je pense que c'est suite à un héritage de sa mère, donc hein, quand même, parce que sa mère avait des soucis, elle va mourir, elle a laissé donc un héritage à Molière, et c'est avec cet argent-là qu'il va fonder son théâtre, donc tout ça. Alors donc, de 46 à 58, donc pendant une douzaine d'années, c'est une vie, donc on pourrait dire exaltée. Donc, hein, ils vont jouer beaucoup. C'est ce qu'on appelle des jeux itinérants, une troupe itinérante hein, qui se déplace évidemment d'un village en village. Si ça marche 3 semaines à un endroit, c'est bon, 2 semaines à l'autre. Un peu comme tous les groupes rock font, hein, je veux dire, ou n'importe quel spectacle, des humoristes, n'importe qui, les chanteurs. Donc, ils passent d'une ville à l'autre et évidemment, ils essaient donc hein, de tirer leur épingle du jeu, si on veut. Donc, il va faire
quelques tragédies, parce que c'est à la mode, hein, vous le savez, mais beaucoup de farces. Donc, des farces, parce que souvent, on va jouer devant un public de paysans. On ne joue pas devant nécessairement donc, l'aristocratie, la noblesse. Alors, évidemment, donc, ce qu'on veut dans les farces, c'est rire. Et ce qu'on veut, c'est rire des nobles, rire des aristocrates. Et la farce, ben, c'est un peu ça, on le verra tantôt, ça caricaturise, dans le fond, de la noblesse, donc, alors des gros traits de caractère. Et donc, Molière va vraiment développer sa technique du rire, son comique de situation, son comique de geste, son jeu d'acteur, parce qu'il est excellent, Molière. Donc, vraiment, comme acteur, semble-t-il, on s'entend, tous les commentaires, donc tous ses amis disent qu'il était vraiment... Donc, il a même formé aussi des grands comédiens en Molière. Donc, il est vraiment quelqu'un de très important. Alors, donc, retour à Paris, donc il a 36 ans. Alors quand même, il est assez âgé. Là, il a envie de plaire, il a envie de séduire le roi, la cour, la ville. Et comme je l'avais mentionné, donc lorsqu'il revient à Paris, tout le monde entend parler de lui. Et le premier qui va l'inviter, c'est Monsieur. Donc, Monsieur, on s'en souvient, c'était le frère, donc, c'est Philippe d'Orléans, donc le frère de Louis XIV, il est 2 ans plus jeune que lui. C'est lui qui était vêtu en fille, dont Anne d'Autriche l'habillait toujours en fille. Donc, comme ça, c'est lui, Monsieur. Et il va le voir, il dit, ben là, vous allez jouer pour nous, Molière et tout. Et là, Molière, lui, veut faire une tragédie. Parce qu'il se dit, je peux pas jouer la comédie devant la cour. Je peux pas faire ça devant l'aristocratie. Il aime pas ça. Mais évidemment, c'est ce qui va... Molière, c'est sa grande force, c'est-à-dire qu'il va transformer donc la comédie burlesque, la farce, en grande comédie où on peut aussi en réfléchir, d'où la fameuse citation qu'on disait tantôt, castigat ridendo mores. Donc la comédie aussi peut instruire, elle peut corriger les mœurs. Il y a un film qui parle de ça sur Molière, qui amène la comédie à la noblesse, puis qui fait son show devant. Puis tout comment c'est comment il se fait à croire qu'il est comme un... il doit faire une pièce de théâtre pour un homme à la cour, puis un truc comme ça, puis à la fin, il s'en va voir le roi, puis il fait une pièce de théâtre pour ses amis et tout, là. Oui, exactement, c'est ça. Je me souviens pas c'est pas Molière, parce que je l'ai vu aussi, ce film-là, il y a plusieurs années. Puis c'est ça, je pense que là, il se présente devant Monsieur. C'est Monsieur qui veut, donc, qu'il l'introduit, si on veut, un peu. Qui lui dit qu'il a besoin de se faire faire un texte parce qu'il veut aller parler à une dame dans pas des bureaux, mais un rassemblement de femmes qui parlent des autres messieurs et tout, et qui font de la poésie. Okay. Puis le monsieur, lui, il veut se rapprocher de ça. OK, oui, ben ça c'est possiblement donc dans le film que j'ai mis ça, de cette partie-là, c'est dans le film Molière, là. Mais ce à quoi vous faisiez référence avant, je pense que c'est dans un autre film. Mais à la fin, il fait sa grosse pièce de grand humour où il fait réfléchir et tout. Okay. C'est une pièce d'humour, mais tu vois le roi et tout pleurer à la fin, même si c'est drôle. OK, parfait, OK, merci. Alors donc, une fois qu'il aura joué au théâtre de Monsieur, ben là, Louis XIV entend parler de lui, puis il dit, ben là, il faut que tu joues au Palais Royal. C'est comme tu es devenu super populaire, et puis donc il va l'inviter au Palais Royal. De là qu'il va commencer donc l'ascension de Molière, évidemment, donc en plusieurs pièces qu'il va jouer, donc tout ça. Et il a de plus en plus de succès. Il est donc très connu, il devient donc très, très proche donc de Louis XIV. Donc j'avais dit, le parrain du fils de Molière, c'est quand même Louis XIV, c'est pas rien, c'est le roi. Alors, donc c'est vraiment donc assez intéressant. Donc il est directeur de troupe, comédien, auteur, metteur en scène, et évidemment, donc, quand on dit auteur, on dit dramaturge. Donc, ceux qui écrivent des pièces de théâtre, ce sont donc des dramaturges. C'est pour ça qu'on emploie le terme dramaturgie, ça veut dire l'ensemble des pièces donc, de théâtre d'un homme. Alors donc, vraiment un personnage super complet. Donc, l'ascension va durer jusqu'en 1664 à peu près. Donc, quand même quelques années là, devant lui. Donc, il est quand même très productif. Là, donc, il a écrit mettons à partir de 36 à 51, donc une trentaine de pièces, parce qu'il est mort de 36 il est mort à 51 ans, donc de 36 ans, 46 ans, donc en 15 ans, il écrit une trentaine de pièces, 2 pièces par année, donc c'est quand même énorme, là, si on voit la qualité de ces pièces-là. Donc quand M. Raymond disait ça, c'est bien écrit et tout, c'est vraiment très, très beau. Évidemment, l'ascension va durer jusqu'en 1664 lorsqu'il va publier son fameux Tartuffe, parce qu'après ça, donc, il va se faire des ennemis. Alors, c'est pas tant qu'il va perdre la faveur du roi, le roi va toujours le pensionner. Donc, il est pensionné par le roi. Alors, donc, il est, bien payé, quand même, Molière. Mais évidemment, il va se faire des ennemis. Donc, les ennemis parmi
ceux qu'on appelle les dévots. Hein. Donc, on l'avait parlé, c'est important, l'espèce de querelle entre dévots et libertins. Et ça aussi, c'est un élément donc, du contexte socio-historique que vous pouvez ramener. Donc, au 17e siècle, la querelle des dévots et des libertins donc, amène tel truc. Évidemment. Donc, Molière, dans son œuvre, Don Juan, critique donc, les libertins, les dévots. Alors, bon, c'est pour ça qu'il y a plusieurs éléments du contexte socio-historique, mais ça, c'en est un important. Donc, comme le rationalisme, aussi, on l'avait vu, l'épicurisme, le stoïcisme. Donc, tout ça sont des éléments du contexte socio-historique que vous pouvez amener donc, pour votre contexte socio-historique de votre introduction. Tout dépend de la question, là, évidemment. Donc, les références sont interdites par l'archevêque de Paris, donc, qui a convaincu le roi. Alors, évidemment, donc, c'est quoi l'histoire de Tartuffe? Donc, Tartuffe, c'est un faux dévot, donc, qui insulte les mœurs religieuses. Alors, donc, on l'avait dit, c'est encore très contemporain aussi dans ici, on ne parle pas nécessairement de religion, mais de morale. Donc, des individus aujourd'hui qui, sous la bannière de la morale, de la moralité, vont évidemment mettre des lois, des trucs. Alors, c'est un peu, donc, c'est très, très contemporain. C'est pour ça que je dis, le rapport aux femmes, le rapport au mariage, le rapport à la religion, le rapport donc à la science, tous ces thèmes qui sont abordés dans Don Juan, ce sont des thèmes très contemporains. C'est pour ça qu'on lit donc des classiques. Je le répète, je l'ai déjà dit, un classique, par définition, ce n'est pas poussiéreux. Ce n'est pas une œuvre du passé. Un classique, c'est vraiment donc quelque chose qui est contemporain. C'est pour ça qu'on lit des classiques, c'est parce qu'on retrouve dans les thèmes, dans les personnages, l'attitude de Don Juan quand il courtise les femmes, n'importe quoi. C'est vous aujourd'hui, c'est moi hier. Il y a tout un peu le désir de conquête. Tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui que vous allez vivre ou que vous vivez. Donc, évidemment, donc, la pièce va être travaillée, va être rejouée en 1669, donc quand même 5 ans plus tard. Alors, toutefois, donc, il ne perdra jamais, comme je dis, la faveur royale. Il est toujours apprécié, évidemment, donc, par le roi. Il sera toujours pensionné. Il est donc au Palais Royal. Il joue, il fait des pièces avec Jean-Baptiste Lully, des grandes pièces, des opéras-ballets, des grands, évidemment, donc des grands spectacles à grand déploiement donc, pour Versailles. Donc, il est vraiment donc, très, très important. Sa santé va se détériorer, donc la tuberculose, les poumons, tout ça. Il va mourir presque sur scène. Alors, c'est toute une légende. On avait dit que Molière mourrait donc, sur scène après donc, avoir joué lui-même un personnage qu'on appelle donc, le malade imaginaire. Alors, évidemment, donc, le mec, il est malade sur scène. Bon, et évidemment, donc, il va mourir. Donc, c'est un mythe. Il n'est pas mort sur scène, on le sait maintenant. Là. Il va mourir donc, chez lui. Donc, sur la rue Richelieu, donc à peu près à 10 minutes donc, du théâtre. Et évidemment, donc, il va mourir donc, à 51 ans. Son enterrement est particulier aussi. Donc, vous savez qu'à l'époque, je disais tantôt que les comédiens ne sont pas appréciés. Ce n'est pas une carrière que tu veux nécessairement faire. Il faut, si on veut être enterré en terre sainte, comme un bon chrétien, si on veut, il faut renoncer par écrit à son métier de comédien. En disant, pendant 25 ans de ma vie, j'ai fait ça, mais j'y renonce parce que je me suis trompé, parce que la religion n'aime pas donc le théâtre. Il n'aime pas évidemment donc les personnages qui vont jouer plusieurs rôles. Déjà dans la République de Platon, on avait déjà cette idée-là, donc la méfiance à l'égard des comédiens, parce qu'ils peuvent prendre un personnage une fois, changer de rôle, alors on a comme l'impression que ce sont des faussaires. Et évidemment, donc il sera enterré de nuit parce qu'il ne le fera pas, il ne signera pas ce truc-là. Évidemment, il sera enterré de nuit. C'est Louis XIV qui organise l'enterrement. L'archevêque de Paris avait dit, il n'y a pas personne qui va porter son tombeau, il n'y a pas personne, il n'y aura pas un homme d'église qui va être là, il n'y aura pas un jeune sacristain avec des chandelles. Et pourtant, il y avait tout ça parce que Louis XIV il a ordonné qu'on enterre Molière donc de nuit. C'était son ami, c'était donc quelqu'un qui l'avait servi depuis tant d'années. Alors, c'est assez trippant quand même comme truc. Alors donc, voilà ici. Donc ici, on n'a jamais vu vraiment de toile de Molière mangeant avec Louis XIV. C'est sûrement arrivé, mais il n'y en a pas de... Ici, si vous allez donc un jour à Paris, je vous le souhaite évidemment, donc il faut aller donc à la Comédie Française. Il faut aller voir un spectacle à la Comédie Française, c'est magnifique. Moi, je suis allé qu'une seule fois donc avec mon épouse. On est allé voir Cyrano de Bergerac, une pièce magnifique. Nous avions loué la loge du cardinal de Richelieu, parce qu'on peut, imaginez, là, vous êtes là en 2020, et là, vous êtes dans la loge du cardinal de Richelieu. C'est quand même assez fascinant. Et ce fauteuil-là, c'est le fameux fauteuil dans lequel il serait
il aurait joué sa dernière pièce, si on veut, donc acta fabula est, donc la pièce est jouée, si on veut, et il serait mort, donc pas dans ce fauteuil-là, mais après. La fontaine, donc la fontaine Molière, vous voyez, donc c'est pas un monument de 3 pieds de haut, là, qu'on s'entend, c'est un monument, parce que Molière, c'est un monument, c'est vraiment le plus grand, un des plus grands auteurs classiques de l'époque. Il incarne le classicisme, un peu comme Jean de La Fontaine, un peu comme, on a parlé de Nicolas Boileau, un peu comme donc d'autres auteurs, mais Corneille, c'est vraiment donc un monstre, au sens où c'est vraiment donc, quelque chose d'exceptionnel. Et on fait des monuments, évidemment, donc, à la grandeur, si on veut, donc, du personnage. Donc voilà pour la petite biographie. Maintenant, son œuvre, quand même, encore une fois. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez toujours, une fois que vous aurez mis votre procédé d'écriture pour augmenter la capacité d'argumentation, ajouter un élément. Là, ici, Molière, donc on sait qu'il suivait les règles classiques, bon, tel truc. On sait que Molière, essayez donc, mais évidemment, donc, mettez toujours vos fameux procédés d'écriture. Donc, évidemment, une carrière donc, de dramaturge et de comédien donc, exceptionnelle. C'est pour ça qu'il est reconnu. Tout le monde vante le mérite de Molière. Tout le monde dit que c'était vraiment donc, un personnage vraiment exceptionnel. Au niveau de l'acteur, maîtrise des mimiques, capacité d'imitateur. Donc, vraiment un homme donc, très, très bien. Très, très complet et très compétent, si on veut. Donc, tout le monde aimerait donc avoir ne serait-ce que le centième du talent donc, de Molière, que ce soit pour faire rire. Comme je disais, tous les humoristes d'aujourd'hui, francophones, évidemment, donc la francophonie, ils commencent par lire Molière. Ils ne commencent pas par lire Machin Chouette de la semaine passée, ils vont lire Molière parce que c'est la référence donc, dans l'humour. Donc, comédien, évidemment, donc, il va former donc Baron, la Duparc, donc des personnages, des comédiennes très, très importantes. Alors donc ici, caractéristique donc de sa dramaturgie. Donc, ici, dramaturgie, c'est l'ensemble de son œuvre théâtrale, si on veut, sa technique, si on veut, tout ça. Donc, se caractérise par la synthèse d'héritages divers. Donc, notamment la farce. Donc, on l'avait dit, c'est ce qui va vraiment montrer son comique. Bon, la farce, c'est un peu grossier quand même, mais c'est important parce que justement, dans le rire, il faut qu'il y ait des éléments un peu grossiers. Un peu, donc, comme on parlait donc, du fameux comique, de gestes lorsque Sganarelle est là, donc à faire toutes sortes de mimiques. En fait, pour ceux qui ont vu donc, la version filmée de la pièce, Sganarelle est là, il se tape dans les mains, regarde au ciel, bon, il tourne en rond, tombe par terre. Tout ça, c'est vraiment l'influence de la farce donc du Moyen-Âge. Autre influence importante, la commedia dell'arte. Ça, ce sont des courtes avec peu de personnages. En fait, toujours les mêmes personnages. Souvent, vous reconnaîtrez donc Scaramouche, Pantalon, donc des personnages comme ça. Et ce sont des pièces improvisées. Où là, c'est vraiment donc le jeu de l'acteur, parce que souvent, ils sont masqués, donc ce sont les mimiques qu'on va vraiment bouger. Donc, c'est ce qu'il va le former. Et lui, il va amener, si on veut, donc des aspects de la comédie psychologique, donc parce que c'est plus lui qui va faire donc ce truc-là. Alors, c'est quoi la farce? Donc, je fais rapidement. Donc, on a parlé tantôt, c'est la caricature des nobles. On aime bien se moquer des nobles, des profiteurs, des trompeurs, de tout ça, des curés parfois, donc tout ça. Donc, on va vraiment, excusez pour le téléphone, donc on va vraiment, évidemment, ramener cette idée donc, de la farce, de la grosse caricature. C'est un peu vulgaire, bon, tout ça. Et c'est pour ça que notre ami Molière ne voulait pas jouer ce genre de truc à Versailles, mais ça fait partie un peu donc, de ses personnages. La Commedia dell'arte, qui est une pièce comique, qui est improvisée, donc qui repose sur le visuel, avec des personnages stéréotypés. C'est toujours les mêmes. Je vous montrer tantôt donc, une image des personnages de la Commedia dell'arte. Vous allez les reconnaître. Donc, vous dites, OK, oui, il y a Arlequin, Pantalon, Scaramouche. Bon, c'est des personnages que l'on connaît, que l'on a vus. En ce cas, bon, peu importe, c'est ça, dans les balles costumées, dans les... Bon, peu importe, il y a toujours donc, ce genre de trucs-là. Alors donc, Molière le farceur, donc c'est vraiment cette idée. Donc, pourquoi, donc comment tout ça va l'amener à faire ces grandes comédies, si on veut, donc ces intrigues inspirées de la vie quotidienne. C'est pas toujours là que je fais un portrait général, c'est pas nécessairement le cas dans Don Juan, mais ici je fais un espèce de portrait général, donc la vie quotidienne, donc des scènes de ménage, l'adultère, le vol. Il prend des personnages humains, donc ce qu'on appelle des types. Donc, vraiment, il va typiser, donc, si on veut, les humains, avec, par exemple, l'avare, avec, par exemple, donc, le cocu, avec, par exemple, donc, le moine, bon, incube. Alors, tout ça, évidemment, donc, pour amener cette idée, donc, vraiment,
c'est un peintre des caractères, Molière. Donc, il est un grand observateur. Il observe, donc, il a toujours son carnet de notes avec lui. Il va toujours prendre des notes un peu partout sur les situations, sur les types, vraiment. Donc, Balzac fera ça aussi plus tard, donc, lorsqu'il écrira La Comédie humaine, vraiment prendre un type. Donc, bon. Alors, il fait l'étude donc, de plusieurs personnages et donc, il fait un personnage avec ceci. Donc, les épouses infidèles, les moines débauchés, les bourgeois prétentieux vont dire ça. Évidemment, donc, la farce, elle n'est plus à la mode. On le dit, donc, c'est vraiment donc, plus typique du Moyen-Âge, Renaissance. Donc, Molière, il dit, oui, il faudrait bien trouver quelque chose de différent, évidemment. Et c'est ce qui va donner, donc, le mélange de la farce et de la commedia dell'arte, une espèce de comédie neuve, dynamique. C'est le don de Molière, si on veut, c'est d'avoir amené cette nouvelle comédie, cette nouvelle façon, évidemment, d'aborder le monde par l'humour, mais donc amener des trucs donc, sur la réflexion. Alors, donc, c'est quelques éléments de la farce. C'est ces 12 ans de théâtre itinérant. C'est ce qui l'a amené, évidemment, donc, à développer un peu tout ça dans son écriture sur les personnages qu'il va donc aborder. L'héritage maintenant de la commedia dell'arte, il se joue donc un peu ailleurs. C'est pas tout à fait donc dans ce sens-là. C'est plutôt donc sur son jeu. Vraiment, son jeu, c'est mimique. Les roulements d'yeux. Pour ceux qui ont regardé, c'est difficile. J'avais dit, le théâtre, c'est fait pour être vu. Donc, profitez-en. Donc, allez voir. Monsieur Fadel, vous êtes toujours avec nous? Je suis là. Oui, ok, parfait. Alors donc, c'est des jeux. Pour ceux qui ont vu la pièce, Sganarelle vraiment joue cette espèce donc, de jeu, des roulements d'yeux, donc des espèces de trucs comme ça, donc des mimiques, bon, tout ça. Ensuite, ce sera donc pour la composition comique des personnages, donc les personnages ridicules un peu. Donc, là, ici, dans Don Juan, on n'a pas tant que ça, parce que je me dis, je fais une espèce de synthèse de l'ensemble de son œuvre. On verra donc plus en détail donc, en Don Juan éventuellement. Voilà pour ceci. Donc, voici les personnages donc, de la commedia dell'arte que vous reconnaissez, donc en Harlequin, donc en cette espèce de personnage. Vous avez évidemment donc en Scaramouche, vous avez aussi donc en Polichinelle, Pantalon. Ici, c'est donc Arnolphe, c'était le personnage donc incarné par Molière. Donc, ce sont des personnages qui sont toujours masqués. Alors, donc, on ne peut pas vraiment voir les traits du visage. C'est plus donc des jeux donc, de mimique. Donc, tout ça, c'est ce qui va développer donc chez son côté plus comique, si on veut. Maintenant, donc, la grande comédie. On va s'attarder surtout à ça, donc quelques éléments, pas trop longtemps non plus, parce que donc c'est ce qui va donner donc à Molière ses lettres de noblesse, on veut, le fait qu'il va écrire, donc qu'il fait rire, mais aussi qu'il fait donc réfléchir. Donc, le rire devient, pour Molière, donc, une façon d'accéder donc à la conscience du spectateur. Donc, c'est un élément important. Aujourd'hui, c'est encore le cas. On va voir des spectacles d'humour, on aime ça, évidemment, donc ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Alors donc, le rire devient également une façon d'accéder donc, à la conscience du spectateur, ce qui est essentiel. Monsieur Desormes, comment allez-vous? Oui, la santé, ça se passe bien? OK, ouais, il y a toujours un cours après. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, ça fait quand même 3 cours. Là. Alors donc, vous êtes avec nous pour le reste de la session? Oui. OK, parfait. Alors donc, les grandes comédies, quelques-unes, donc en Don Juan, évidemment, qui aborde l'hypocrisie, le libertinage, le thème que l'on verra éventuellement, l'école des femmes, justement sur la question de la connaissance, l'éducation des femmes, le Tartuffe, donc la fausse dévotion, le misanthrope, les femmes savantes, donc quand c'est des grands... Et Molière est aussi, donc, d'une certaine façon, l'écrivain des femmes. On regardera, malgré ce qu'on peut penser avec Don Juan, avec la façon dont il traite les femmes, certains vont dire, ouais, mais là, bon, c'est une espèce de Don Juan, justement, on connaît l'expression, donc il courtise toutes les femmes, c'est un épouseur à toute main. Oui, mais en même temps, donc, on verra qu'il va mettre la femme donc, sur le même pied d'égalité que lui. Il va tenter, donc on verra donc, la fonction sociale de Don Juan sur le rapport qu'il entretient avec les femmes, justement, qui, en voyant cette liberté-là, se disent peut-être elles aussi que moi aussi j'ai droit à cette liberté-là, c'est-à-dire de choisir mon mari, de quitter donc un homme que j'aime pas. Alors, on verra que c'est assez, donc ça peut paraître contradictoire, mais c'est assez intéressant cette façon-là. Évidemment, donc, traite de sujets graves sous le couvert du rire. Donc, ça, on s'entend, c'est l'idée donc, de la comédie. Vous verrez en 102, vous allez aussi aborder, là, peut-être vous ferez une référence donc, dans votre analyse littéraire, si vous avez une analyse littéraire à faire sur Ionesco, par exemple, ou Beckett.
donc une des caractéristiques du théâtre de l'absurde, c'est justement de traiter des sujets graves avec humour. Alors, évidemment, donc vous pourriez dire, ouais, mais là, évidemment, je me souviens qui faisait ça, Molière. Et là, dans votre analyse, ben oui, donc Molière aussi donc, faisait ça. C'est un des premiers donc, à traiter de cela. C'est pour ça que tout ce que l'on voit quand même peut évidemment vous servir donc, dans d'autres cours, évidemment, donc, bon, tout ça. Les comédies-ballets, donc je fais rapidement quand même, donc c'est avec Lully. On se souvient donc de Jean-Baptiste Lully. Vous vous souvenez comment il est mort, je l'avais mentionné, si je ne m'abuse, dans Mademoiselle l'Église. Est-ce que vous vous souvenez comment il était mort? Est-ce que j'avais mentionné ou... Il suivait donc M. Raymond, est-ce que vous en souvenez, vous? Ce qui est mort de gangrène. De gangrène? Oui, c'est ça, il s'était frappé dans le pied avec son fameux bâton, exactement. Alors, donc, vous vous souvenez de Lully, en tout cas pour ça. La musique de Lully, donc, elle est magnifique, quand même. Donc, vraiment, si vous avez la chance d'aller, que ce soit sur Spotify, n'importe quoi, taper Jean-Baptiste Lully, c'est vraiment super intéressant donc, à écouter. Et c'est la musique donc, qui jouait à l'époque. Donc, Le Bourgeois Gentilhomme, une des pièces les plus connues, donc, c'est un jeu d'acteurs, musique, du chant, de la danse. C'est vraiment donc, ce qu'on appelle des comédies-ballets. On sait que Louis XIV aimait beaucoup danser. Donc, évidemment, il aime les comédies-ballets, il en a commandé, donc, en tout ça. Mais la plus populaire, c'est Le Bourgeois, donc, Gentilhomme. Jean-Baptiste Lully, on n'écoutera pas, donc, Lully, on l'avait déjà écouté lorsque c'était la danse de Louis XIV avec son costume de soleil. C'était donc la musique de Jean-Baptiste Lully. Quelques principes maintenant de son théâtre. Donc, le premier principe, c'est qu'il faut plaire. Donc, c'est ce que Molière veut faire. Il revient à Paris. Il veut plaire. Donc, il veut plaire au public, il veut plaire à la cour, il veut plaire à tout le monde. Donc, c'est son idée principale, un peu comme certains vont dire, ouais, mais c'est à peu près tout ce que les comédiens veulent faire. Dans le fond, plaire, pas toujours. Il y en a qui veulent choquer, il y en a qui veulent faire prendre conscience. Molière, au début, son premier principe, c'est de plaire. Ensuite, donc, c'est de peindre la nature humaine. Pour que, évidemment, donc, quand les gens se reconnaissent à l'intérieur. C'est un peu aussi ça. Lorsqu'on voit Don Juan, ben, il y a des caractéristiques que l'on possède, oui, que l'on ne veut pas avoir, non. Donc, on voit l'identification au personnage, c'est très important, ce qu'on appelle la mimésis. Quand on lit un roman, c'est aussi ça. Quand on aime les personnages, parce qu'on s'identifie à eux. Alors, donc, vous avez des modèles, des contre-modèles, donc, en tout ça. Alors donc, il est un grand observateur des mœurs, je l'avais mentionné. Donc, les mœurs, ce sont les coutumes, comment ils font, dans quelle situation, comment on va réagir dans tel truc. Donc, les mœurs et coutumes donc, de ses contemporains. Donc, il est donc un grand observateur, notamment des vices. Donc, dans la comédie, la tragédie, on va montrer donc les éléments nobles, le courage, la détermination. Bon, mais dans la comédie, on va s'attaquer surtout à des défauts. Donc, c'est plus drôle, peut-être. Donc, l'hypocrisie, l'avarice, la jalousie, donc, etc. Alors, on s'attaque, de certaine façon, à des fameux, évidemment, donc, défauts pour les monter, les caricaturer, si on veut, donc, à l'extrême, sans tomber justement dans la farce, sans tomber dans ce qui est trop ordinaire, si on veut. Donc, comme je disais, c'est un peintre des caractères. C'est ce que Molière fait. Donc, la plupart des écrivains sont aussi, on dit souvent qu'ils sont des peintres des caractères parce qu'ils comprennent bien donc l'homme, ils analysent, ils prennent des notes, ils réfléchissent donc à ce que l'homme est vraiment. Donc, et ensuite, ils vont donc en peindre ceci. Morale, évidemment, donc, qu'est-ce qu'on a dit toujours que c'était fondamental au 17e siècle? L'idée, donc, de la moralité. On se souvient de La Fontaine, chacune de ses fables se termine par une morale. Les contes de Perrault, même chose, que ce soit le Chaperon rouge, la Belle au bois dormant, il y a même une section qui s'appelle Moralité, pour être sûr que le lecteur puisse vraiment comprendre ce que l'auteur a voulu mettre. Et ici, bien évidemment, chez Molière, dans tout le 17e siècle, on a parlé donc de l'importance de la moralité. À la fin, c'est pas compliqué. Tu as voulu défier Dieu, parce que Don Juan, c'est un homme du défi, on le verra donc au prochain cours. Il incarne le défi, donc le défi face à la religion, au mariage. C'est un homme de conquête, donc pour lui, conquérir des femmes, c'est comme des défis. Alors, surtout, évidemment, son plus grand défi, c'est d'aller ravir une femme qui appartient à Dieu. Donc, Elvire était dans un couvent. Donc, il va, en plus d'aller la chercher dans un couvent, ce qu'il fait surtout, c'est de l'arracher des mains de Dieu. Donc, il n'y a pas une plus grande conquête que celle-là. C'est pas comme la paysanne, fiancée avec Pierrot, mais
plus ou moins, puis bon, on s'entend que c'est pas une grosse conquête, mais d'aller ravir une femme à Dieu, c'est quelque chose. Alors donc, la morale, c'est simple dans toutes les œuvres de Molière. Ceux qui cèdent donc à leur vice, à leur passion, donc, ils vont payer, et ceux qui résistent sont récompensés. C'est tout à fait le 17e siècle dont je vous ai parlé. Bon, dans le baroque, c'est pas ça, mais chez les classiques. Donc, on ne cède pas à ses passions. On suit donc la raison. Alors ici, donc, comme Don Juan, il cède à toutes ses passions. Donc, il n'honore pas son père, il n'honore pas sa famille, il n'honore pas le mariage, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au bon. Alors évidemment, il va payer. Il va payer pour ses écarts de conduite. Maintenant, son théâtre est-il classique? Oui, essentiellement, on pourrait dire, même si dans certaines pièces, il ne respecte pas tout, il est l'auteur classique, presque par excellence, on pourrait dire. Alors pourquoi? Parce que, bon, il respecte les trois unités. On se souvient des trois unités, donc l'unité de temps, 24 heures, l'unité de lieu, un seul lieu, l'unité d'action, une seule action. Et je dis, bon, pas dans toutes ces pièces, parce que donc dans Don Juan, justement, l'unité de temps n'est pas respectée, c'est comme sur 2 jours, puis l'unité de lieu non plus, parce qu'il y a beaucoup de lieux vraiment donc en trop. Alors on va lui critiquer ça, lui reprocher ça. La valeur universelle de ces personnages, donc toujours donc quelque chose qui touche tous les hommes, que ce soit la jalousie, l'hypocrisie, l'avarice, donc c'est des éléments donc qui tout le monde est un peu comme ça. Évidemment, autre caractéristique du siècle, la valorisation de la raison. On ne choisit pas donc sa passion. Donc, même si et dans ceux qui choisissent de vivre leur passion, ben ils payent. Alors évidemment, donc ici, on valorise la raison, caractéristique donc du XVIIe siècle et caractéristique du classicisme. Évidemment, la règle de la bienséance aussi. Donc, on se souvient, c'était quoi la règle de la bienséance? On se souvient que Corneille avait été, donc, dans la fameuse pièce Le Cid, accusé de ne pas respecter la règle de la bienséance puisqu'il avait montré une épée tachée de sang sur scène. Vous vous en souvenez? Donc, j'avais parlé un peu de ça. Ici, Molière fait un peu la même chose. Donc, vous savez qu'à l'époque, dire le mot Dieu, c'est un blasphème. Donc, on ne dit pas Dieu. Alors, donc, on emploie les termes comme le ciel. Alors donc, ici, Molière joue très bien là-dessus. Donc, il dira c'est le ciel, bon, tout ça. Alors, donc, c'est ce qui fait partie des règles de la bienséance, si on veut. Et pour ça, et pour d'autres, j'ai pas fait d'autres trucs, mais donc, il est bel et bien classique. Alors, donc, alors, lorsque vous allez me présenter le courant littéraire, évidemment, vous ne me parlerez pas du baroque, même si c'est un courant important, le baroque au 17e siècle. Vous allez me parler du classicisme parce que Molière, c'est ce qu'il incarne. Quand j'enseigne Corneille, ben là, mes étudiants, ils abordent le baroque parce que la pièce est baroque plus. Alors, évidemment, ici, ce sera le classicisme. Alors, donc, oui, on va prendre un petit temps, vous pouvez donc serrer vos crayons, mais donc, quand même, prenez quelques notes. Non, prenez pas des notes. Maintenant, donc, on va écouter donc un petit 10 minutes, là, j'ai encore le temps. Oui, donc on va écouter les débuts quand même, puis un petit peu plus loin, donc à peu près un 10 minutes d'un opéra. Donc de l'opéra Don Giovanni de Mozart. Alors, évidemment, quand même, c'est un opéra magnifique, quand même, donc qui est théoriquement qui se veut drôle. C'est pas le même livret, donc c'est pas le même nom des personnages, avec quand même Don Juan, Elvire, mais Sganarelle, c'est pas Sganarelle, mais bon, vous allez reconnaître facilement. Je vais vous montrer ça pour montrer l'accessibilité quand même donc à l'opéra. On pense tout le temps que l'opéra, donc c'est quelque chose, ce sont des vieux, donc de 70 ans, des gros barbus, un peu à l'image de Pavarotti, des trucs comme ça. Là, ici, je vous mets une mise en scène contemporaine. Vraiment, donc, ça commence, c'est son costard-cravate et tout, mais écoutez bien la musique de Mozart, c'est impérissable, c'est magnifique, c'est vraiment, donc, et là, on voit donc le personnage, on voit Don Juan, et là, on voit donc quand il est tiraillé un peu, il a son désir d'ambition, puis après ça, l'aspect comique va arriver avec la musique, parce que c'est une pièce, donc, en comique, c'est du genre drama giocoso, donc un drame joyeux, donc, quand ça se veut un peu comme ça, une comédie, et là, évidemment, donc, quand c'est vraiment, donc, quand très, très intéressant, et je vous verrai, donc, quand même, bon, un petit 5 minutes donc pour ça, pour montrer, vous allez voir la salle, vous allez voir donc la fosse aux musiciens, c'est ce qui est fascinant à l'opéra, c'est accessible. À l'Opéra de Montréal, il y a des après-midi pour les jeunes, les prix ne sont pas chers, il ne faut pas penser que c'est quelque chose donc, qui est réservé à une élite et tout. Et les comédiens, en fait, les chanteurs sont exceptionnels, donc ils sont des chanteurs, ils ont des voix magnifiques, ils doivent acter, donc ce sont des personnages très, très complets, donc les hommes d'opéra, moi je ne capotais pas là-dessus non plus à votre âge, c'est certain, mais si quelqu'un plus jeune m'avait proposé de l'opéra, ben j'aurais peut-être, bon, on n'est pas obligé de
tout l'écouter. Puis bon, il y a des opéras qui sont plus accessibles. Alors, donc, c'est ici, donc, c'est en italien, mais il y a une traduction, donc, évidemment, en bosse. Même chose si vous allez à l'Opéra de Montréal, que ce soit en allemand, en italien, vous avez donc une bande passante qui traduit, donc, le texte. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé nécessairement de connaître tout. Vous lisez en même temps, mais, tu sais, c'est merveilleux. Je trouve que c'est émerveillant. Ça fait grandir, je trouve. Hein? Donc, c'est comme aller au théâtre ou aller, donc, voir la musique classique. Tu sais, se dire que depuis donc en 1787, donc en fait oui, 1787, beaucoup de gens ont vu ça. Hein, donc ils sont passés par là, ils ont écouté Mozart. C'est comme appartenir un peu à une tradition donc qui vous appartient aussi, qui est la vôtre. Alors donc c'est important aussi mais comme je dis, on n'est pas obligé donc d'aimer tout ça. Donc je vais commencer par ceci, je pense. OK. OK. Oh, merci. Stop share. Je vais donc sharer ça. Donc, oui, je vous invite évidemment donc, à regarder et surtout à écouter donc, la musique de Mozart qui est magnifique. Hein, donc, il faut écouter un peu de Mozart. Faites juste un truc Spotify des fois. Écoutez Mozart, c'est vraiment très, très beau. Sinon, je vous conseille d'aller voir le film Amadeus, donc de louer le film Amadeus qui raconte un peu donc la vie de Mozart, tout son truc avec Antonio Salieri. C'est une fiction, là, mais c'est vraiment très, 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 très beau. Donc, je vais vous... donc, je vais voir ceci. Mozart est contemporain à Molière. Donc, 1787, oui, ben, disons un peu plus, oui, tout à fait. Donc, vous voyez que c'était un personnage donc, à la mode. Juste regarder dans un petit instant, OK, parfait. Oui, effectivement, donc, Molière, donc 73, donc sa mort, 87, bon, c'est pas tout à fait contemporain, mais donc c'est à peu près, donc, pas pantoute, 1600, donc c'est 100 ans plus tard. 100 ans plus tard. Oui, merci, M. Faubert, j'étais d'un patate. Là. Non, pas contemporain. Il a repris, évidemment, donc, pas nécessairement la pièce de Molière, mais donc l'idée, un peu. Hein, comme vous verrez, donc, il y a plein de reprises, donc des poèmes un poème de Baudelaire, de Byron, une nouvelle de Balzac, des toiles qui ont été faites donc, sur Don Juan, parce que c'est un personnage vraiment fascinant. OK, donc, je ne serai pas long, je vais juste regarder quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mon... Okay. Ah oui, c'est ça, OK, parfait. OK, donc c'est bon. OK, attendez un petit peu. Est-ce que vous voyez là? C'est bon? OK, parfait. Alors, donc, on voit une mise en scène très, très épurée. Moi, j'aime pas ça d'habitude, mais il y a comme deux. Il y a comme une seconde partie où c'est vraiment plus d'époque. C'est étrange. C'est comme si il y avait un retour dans le temps ou je ne sais trop. Alors, c'est vraiment très, très bon. Et là, donc, ça, c'est assez rare aussi de voir ça. C'est très moderne que de voir déjà les chanteurs sur scène. Donc, ici, vous avez Don Giovanni. Donc, hein, bon, ils n'ont pas pris des pichous quand même. Hein, c'est quand même tous des beaux gars, des belles filles et des voix donc exceptionnelles quand même. Donc, c'était Sganarelle. Donc, les noms, c'est pas tout à fait les mêmes, là, Anna, Donatavio, donc tout ça. Et donc, c'est quand même assez rare, comme je dis, de voir donc, hein, les comédiens comme ça, en fait, les chanteurs, saluer les gens dans la foule. Habituellement, ils sont toujours derrière le rideau. Donc, c'est très, très moderne. Donc, le commandeur. Là, on entend les musiciens qui s'accordent. Donc, quand c'est toujours comme ça, vous avez la fosse aux musiciens. Donc, le chef d'orchestre va arriver. C'est la fosse, vous voyez, donc comme c'est puissant, la musique, elle est là. C'est pas un enregistrement. Là. Bon, vous allez dire, c'est tous des vieux dans la salle. Bon, OK, ouais, bon. La musique là, qui montre un peu le tiraillement donc, de Don Juan.
côté obscur un peu du personnage là, qui ressort. Là, l'aspect plus joyeux, là, Sganarelle arrive, donc le comique. C'est avant d'affronter le commandeur, là, évidemment, le couteau et tous les exercices. Ok, je vous avance, donc c'est pour le montrer le début un peu, donc tout ça quand même, là. Je vous avance un petit peu plus loin. Vous voyez l'aspect un peu comique de Sganarelle.
Alors donc, oui, donc c'est quand même assez sympathique, je pense. C'est drôle, c'est beau, c'est les femmes des magnifiques, d'une voix exceptionnelle, tu sais, le garçon aussi. Donc, donc si ça vous intéresse, ben, vous pouvez voir ça donc, sur YouTube. Alors donc, ben, c'est ça. Donc, si vous avez la chance un jour d'aller à l'opéra, ne refusez pas ça. Donc, allez-y, c'est vraiment magnifique quand même. Alors, ben, sur ça, je vous souhaite tous donc une excellente soirée.